Le magma, le vent et le feu façonnent depuis toujours notre Terre. Mais ils sont aussi capables de la détruire. Des scientifiques travaillent pour mieux comprendre ces forces de la nature et essayer de nous protéger. À l'échelle de la planète, la croûte terrestre n'est pas plus épaisse qu'une feuille de papier. Pourtant, nous construisons des gratte-ciel à sa surface et des villes au pied de volcans en activité. Éruptions, tremblements de terre, tempêtes, les menaces sont nombreuses et nous devons apprendre à les anticiper. Car malgré sa beauté, notre planète est sans pitié. Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, un immense volcan bouillonne à 2 pas de la population. Le Nyiragongo culmine à 3470 mètres et son cratère mesure plus d'1 kilomètre de diamètre. Une expédition internationale s'apprête à l'explorer. 400 mètres plus bas, le plus grand lac de lave permanent du monde les attend. Depuis plus de 17 ans, le volcanologue italien Dario Tedesco étudie le Nyiragongo pour le compte des Nations Unies. Le Nyiragongo est le volcan qui émet le plus de dioxyde de soufre au monde. En 2005, ces émissions ont été mesurées. Elles tournaient aux environs de 70 000 tonnes par jour. C'est l'équivalent de tout ce que les autres volcans du monde rejettent en une journée. Ça correspond à peu près à ce qu'émet l'ensemble de l'industrie européenne. La descente est risquée. Le dioxyde de soufre rend les parois du cratère cassantes. L'objectif est de prélever des échantillons de lave. L'analyse de leur gaz fournira des informations précieuses sur l'état du volcan. Les hommes s'arrêteront à mi-chemin pour passer la nuit. Le lendemain matin, ils descendront jusqu'au bord du lac. En pleine nuit, les palpitations de la lave sont encore plus fascinantes et effrayantes. Le magma sous pression offre un spectacle fabuleux. Mais comment les volcans fonctionnent-ils? Pour répondre à cette question, il faut plonger au plus profond de la Terre. La sténosphère est une couche du manteau terrestre située sous l'enveloppe rigide du globe, à une centaine de kilomètres de la surface. À cette profondeur, la température dépasse les 1200 degrés et liquéfie la roche. Quand le magma atteint le dessous de la croûte terrestre, il se ferait un chemin en remplissant les fissures et les cavités qui le surplombent. Une fois la surface atteinte, on ne parle plus de magma, mais de lave. Celle du Nyiragongo est alcaline et donc très fluide. En cas d'éruption, elle ne jaillit pas en explosant, elle déborde et coule droit vers la vallée.
Ces torrents de lave sont les plus rapides du monde. Ils dévalent à 100 km/h. Vous ne pouvez pas vous enfuir devant une coulée. Elle est bien plus rapide que vous. Lors de la dernière éruption, en janvier 2002, 25 millions de mètres cubes de lave en fusion ont déferlé sur la ville de Goma. Une centaine de personnes sont mortes et 500 000 ont dû abandonner leur maison. Les volcanologues doivent régulièrement se risquer au bord du lac de lave. C'est le seul moyen de prévoir les éruptions pour alerter la population. Mais cet homme en combinaison argentée s'apprête à réaliser une opération qui n'a rien à voir avec les procédures habituelles. C'est risqué. Il est fou de faire ça. Moi, je n'irai pas. Dario Tedesco sait de quoi il parle. La lave gonfle et se contracte sans préavis. En quelques minutes, son niveau peut varier de plus d'1 mètre. Il est tout au bord. Il est fou. C'est pas la peine de rester là pour si longtemps. Ça fait déjà 5 minutes. C'est très dangereux. Le chercheur s'éloigne in extremis, juste avant que la lave ne se remette à déborder. Il y a une grosse coulée exactement où il était. Il n'avait pas besoin de mettre sa vie en danger. Il aurait pu attendre un débordement pour prélever ses échantillons. Mais la lave a un tel pouvoir d'attraction qu'elle a conduit ce scientifique à prendre des risques inconsidérés. Les volcans ne se répartissent pas n'importe comment sur la surface de la Terre. Ils sont en général alignés et se situent aux frontières des plaques qui forment la croûte terrestre. Au contact des plaques continentales, les plaques océaniques sont entraînées vers le bas comme des tapis roulants en bout de course. Le long des dorsales océaniques, qui marquent ces frontières, une nouvelle croûte se forme. L'ancienne plaque disparaît sous la plaque continentale et la boucle est bouclée. Lorsque de la roche liquéfiée perce la croûte terrestre, un volcan se forme. Sur notre planète, plus de 1900 d'entre eux sont considérés actifs. L'un des plus actifs se trouve sur l'île de Ross, dans l'Antarctique. Comme le Nyiragongo, le mont Erebus abrite un lac de lave. De nombreux volcanologues viennent l'étudier. Il commence par passer quelques jours ici, dans ce campement rudimentaire composé de quelques tentes et d'un bâtiment commun. De là, ils peuvent se rendre dans la petite station de recherche installée à proximité du mont Erebus dans les années 1970. En été, la température moyenne y est de -20 degrés et le vent souffle en permanence. Dans le passé, 2 hélicoptères se sont écrasés à cause des bourrasques violentes et de la raréfaction de l'air à haute altitude. Heureusement, tous les passagers ont survécu. La destination des chercheurs n'est qu'à 1 heure de marche. Ils profitent de leur ascension pour prélever des échantillons de lave solidifiée. Ces échantillons seront ensuite transmis à l'université de Cambridge pour analyse. Le but ultime des volcanologues est d'arriver à prévoir les éruptions avec plus de précision. La première étape est de comprendre comment les volcans sont alimentés, comment ils entrent en éruption et pourquoi. Le mont Erebus et son lac de lave constituent un objet d'étude idéal.
Le volcanologue britannique Clive Oppenheimer se sert d'un spectroscope infrarouge pour mesurer seconde par seconde les gaz qui s'échappent du volcan. L'aridité de l'endroit facilite la mesure de la vapeur dégagée par le volcan. Sur le Nyiragongo, plus humide, cette opération serait impossible. Ce qui rend l'Erebus unique et nous a amenés jusqu'ici, c'est qu'il est constamment en activité, que son cratère abrite un lac de lave. Cette lave est de type phonolithique et l'Erebus est le seul volcan de ce genre en activité. Pourtant, ce magma est très important car il a alimenté les plus violentes éruptions depuis la préhistoire. En Italie, par exemple, le Vésuve est un volcan phonolithique. L'Erebus offre un formidable laboratoire naturel pour l'étude de ces volcans. L'Erebus peut être dangereux. Il projette des bombes volcaniques qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de diamètre. Mais le plus gros problème vient des brusques changements de climat. Quand le vent balaie le bord du cratère, même les meilleurs instruments de mesure sont illisibles. Les découvertes que les scientifiques font ici peuvent sauver des vies dans le monde entier. Loin des glaces polaires, à une vingtaine de kilomètres de Goma, le sous-sol du Nyiragongo est criblé de fissures où le magma s'engouffre. Personne ne sait quand il atteindra la surface. Le danger ne vient pas du lac de lave. Pendant l'éruption de 2002, les coulées sont sorties de fissures dans les flancs du Nyiragongo. Les traces de la catastrophe se sont peu à peu estompées et la ville s'est reconstruite. Mais la prochaine éruption prendra certainement la même trajectoire. Et des milliers d'habitations de fortune ont été bâties sur la lave refroidie. Des soldats sillonnent les rues. Depuis 20 ans, la République démocratique du Congo est en conflit. Le projet de Dario Tedesco, soutenu par l'Union européenne et la Suisse, en fait les frais. En ce moment, on ne peut pas sortir de la ville. On ne peut pas étudier le volcan. Pour éviter de perdre du matériel, on l'a rapatrié à l'intérieur de l'observatoire. En d'autres termes, nous ne savons plus rien de l'activité du volcan. La population de Goma est soumise à une autre menace. La ville borde le lac Kivu. Ses eaux sont chargées en dioxyde de carbone et en méthane. Lors de la dernière éruption, les coulées sont descendues jusqu'au lac sans atteindre ses eaux les plus profondes. Si la prochaine y envoie de grosses quantités de lave, les conséquences seront catastrophiques. Le physicien allemand Klaus Titze s'intéresse au lac Kivu depuis une quarantaine d'années. Il est venu ici pour la première fois en 1974. Grâce au système de mesure et d'analyse qu'il avait mis au point lui-même, il a entamé une étude du lac et des dangers de ces gaz. Depuis, le Kivu est au cœur de toutes ses préoccupations. Le lac Kivu est comme un médaillon. Il a deux faces. La première est magnifique et elle est en or. Les 60 milliards de mètres cubes de méthane qu'il renferme ont une valeur estimée à 20 milliards d'euros. L'autre face est beaucoup moins réjouissante. Si le lac venait à exploser, 3 millions de personnes pourraient mourir. Depuis des dizaines d'années, Klaus Titze cherche à prévenir ce risque et aussi à exploiter les ressources du Kivu. Son but est d'extraire le méthane et le dioxyde de carbone pour produire de l'électricité et empêcher une explosion. En 1986, au Cameroun, le phénomène s'est produit dans le lac Nyos. Comme quand un bouchon de champagne saute, du dioxyde de carbone presque pur a jailli hors du lac. Un nuage de gaz mortel épais de plusieurs mètres, inodore et incolore, a envahi les vallées voisines. Il a fait près de 2000 victimes.
Des scientifiques venus des 4 coins du globe se sont rendus sur place. Klaus Titze était parmi eux. Ses analyses lui ont permis d'être le premier à reconstituer le scénario du drame. Le Kivu est beaucoup plus grand que le lac Nyos. Ici, ce sont des millions de vies qui sont en jeu. En 2006, la construction d'une usine d'extraction de gaz a débuté. Elle était basée sur les travaux de Klaus Titze, mais des désaccords avec le gouvernement rwandais l'ont conduit à se retirer du projet. Depuis, il planche sur une utilisation écologique du dioxyde de carbone. J'ai mis au point une méthode capable de transformer le dioxyde de carbone en ressource énergétique à moindre coût. Le lac ne rapporterait plus 20 mais 40 milliards d'euros et on pourrait en faire bénéficier la population locale. Il n'y aurait plus le moindre danger car le dioxyde de carbone serait extrait de l'eau mais sans polluer l'atmosphère. Le lac Kivu ne contiendrait plus de gaz et des coulées de lave pourraient s'y jeter sans risque. De plus, cette méthode pourrait servir de modèle pour résoudre les problèmes d'excès de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Reste à savoir si Titze aura les moyens de dégazer le lac à temps. Vu l'instabilité du pays, rien n'est moins sûr. Plus de la moitié des volcans qui ont connu une activité récente sont alignés sur le pourtour du bassin Pacifique, la ceinture de feu. Dans la plupart des cas, des hommes vivent à proximité. Pour ces populations, les volcans sont à la fois un bienfait et une malédiction. Elles ont besoin d'eux, mais elles sont aussi à leur merci. Dans l'est de l'île indonésienne de Java, le mont Bromo a été baptisé en l'honneur de Brahma, le dieu hindou de la création. Il voisine avec le Merapi, le volcan le plus actif d'Indonésie. La fertilité du sol volcanique et la douceur du climat tropical permettent aux fermiers de la région de faire jusqu'à 4 récoltes par an. Ces conditions exceptionnelles ont fait de Java l'île la plus densément peuplée du monde. À l'aube, les pentes du Bromo se couvrent d'une épaisse couche de brouillard. Au pied du volcan, un temple a été bâti. Il sert de point de départ à un pèlerinage. Chaque année, lors de la fête du Kasada, les fidèles se rassemblent par milliers au bord du cratère pour faire des offrandes. L'ascension se termine en gravissant plus de 240 marches. Au sommet, les pèlerins sont attendus par les plus pauvres parmi les pauvres. Ils ont déjà pris place dans le cratère pour récupérer les offrandes. Des boules de riz, des fruits, des légumes, de petits animaux et parfois même des chèvres vivantes sont chapardées à la barbe des dieux. Le Merapi est plus dangereux. En 2010, sa dernière grande éruption a envoyé une nuée ardente dans la vallée. Cette avalanche de gaz, de roches et de cendres à 800 degrés a fait des centaines de victimes et détruit 18 villages. Dans son sillage, tout a été recouvert d'une couche de cendres d'1 centimètre. À leur retour, les 300 000 personnes évacuées ont découvert un spectacle de désolation. Toute vie avait disparu. Les habitants se sont quand même réinstallés et ont reconstruit leurs maisons. La boue volcanique des rivières et des ruisseaux leur a servi de matériau. Mais l'entreprise est risquée. À tout moment, un lahar, une coulée formée d'eau, de cendres et de projections volcaniques, peut déferler sur la vallée. Ces phénomènes sont la conséquence directe des éruptions et détruisent régulièrement des villages entiers. À l'extrême est de Java, le volcan Kawa Iyen abrite un lac réputé pour être le plus acide de la planète.
Avec un indice de 0,3, le pH de son eau est proche de l'acide pour batterie. Sur la rive sud-est du lac, la solfatare la plus active du monde dégage des gaz dont les températures peuvent atteindre 450 degrés. Ils sont canalisés dans un système de tuyaux à refroidissement liquide. Ils en ressortent sous forme de masse rougeâtre et gluante. Le soufre ne prend sa couleur jaune fluorescent qu'une fois refroidi. Sept jours sur 7, des mineurs mettent leur vie et leur santé en péril. Mais ce travail risqué leur permet de gagner 4 fois plus que les fermiers de la région. Pour eux, ce volcan est synonyme de progrès. A l'inverse, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un volcan a renvoyé les habitants de la presqu'île de Matupit à l'âge de pierre. Depuis 1994, le Tavourvour crache des nuages de fumée. Les terres, autrefois fertiles, sont grillées. Les pluies sont devenues acides et la plupart des plantes ont étouffé. Pourtant, beaucoup d'habitants s'accrochent à leurs terres, souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer ailleurs. Leurs seuls compagnons sont les mégapodes mélanésiens. Ces oiseaux, qu'on surnomme ici poulets thermomètres, ont des becs extrêmement sensibles à la chaleur. Habituellement, ils s'en servent pour surveiller la température de leur nid, mais ils se sont adaptés. Ils ne couvrent plus leurs œufs, ils se contentent de les enterrer et le volcan fait le reste. Comme plus rien ne pousse sur ces terres, le prix des aliments est 2 fois plus élevé que dans le reste du pays. Les œufs des poulets thermomètres sont la dernière denrée en provenance de la région. Ces hommes risquent leur vie. Sans crier gare, le volcan peut se mettre à projeter des bombes de lave. Les gaz toxiques se concentrent à proximité du sol. En creusant pour trouver des œufs, ces 2 hommes ont déjà été intoxiqués à plusieurs reprises. Mais ils continuent malgré tout. Le Tavourvour illustre à quel point nous sommes insignifiants face à la puissance des volcans. L'Europe n'est pas à l'abri. Au printemps 2010, en Islande, l'Eyjafjöll a expédié ses cendres à des kilomètres dans les airs. L'éruption n'a pas été particulièrement violente, mais elle s'est produite sous un glacier. Sa fonte a entraîné la formation d'un important panache volcanique composé de vapeur d'eau, de gaz et de cendres. Aspirées par des turbines d'avion, les particules de cendres risquaient de provoquer des dysfonctionnements. Les interdictions de vol des jours suivants ont coûté des centaines de millions d'euros. Une fois par mois, un Airbus de la Lufthansa fait halte dans l'aéroport de Francfort. Mais il ne s'arrête pas pour un simple transfert de bagages et une remise à niveau des réservoirs. À leur insu, les passagers de cet avion prennent part à une expédition scientifique. Cet avion long courrier a été transformé pour participer à un programme de recherche international. 12 instituts scientifiques, basés dans différents pays, collaborent au sein du projet Caribique. Des chercheurs et des ingénieurs de l'Institut Max Planck de chimie arrivent sur le tarmac avec l'élément central de l'étude, un conteneur d'1,5 tonnes. Une fois chargé, cet appareil de haute technologie est relié à un système d'admission d'air installé sous l'avion. Ces instruments analysent en continu une quarantaine de gaz traces, mais aussi la vapeur et les particules fines en suspension dans l'atmosphère. Depuis 2004,
de l'air est aspiré par des vols long courriers depuis leur aéroport de départ jusqu'à leur destination. Les échantillons sont comparés aux cartes météorologiques pour déterminer où se trouvent les sources de pollution et comment l'atmosphère se purifie. Karl Brenninkmeier, le responsable du projet, a déjà fait parcourir plus de 2 millions de kilomètres à son conteneur. Quand une éruption volcanique atteint la stratosphère, des particules de cendres et des composés de soufre oxydés refroidissent l'atmosphère. Nous devons déterminer avec précision combien de temps les particules de cendres restent dans l'atmosphère, comment elles se déplacent, quel gaz joue un rôle et en quelle quantité. C'est exactement le genre de données que nous collectons avec le projet Caribic. Ces informations sont insérées dans des modèles qui nous permettent de faire des prévisions concernant les futurs changements climatiques. L'action humaine est aussi prise en compte, notamment les pollutions issues des transports, du chauffage, des usines et de l'essor des grandes villes asiatiques. Les particules de cendres absorbent la lumière. Elles empêchent une partie des rayons solaires d'atteindre la surface de la Terre et provoquent un refroidissement. Mais ce sont des effets à court terme. En revanche, quand des tonnes de dioxyde de soufre pénètrent dans la stratosphère en même temps que les cendres, elles se lient à des gouttes d'eau minuscules et renvoient une partie des radiations solaires dans l'espace. Les gouttelettes sont si petites qu'il faut des années pour qu'elles retombent. C'est ce qui s'est passé lors de l'éruption du Tambora en Indonésie en 1815. Ses conséquences ont été les plus catastrophiques de ces derniers siècles. Plus de 10 000 personnes ont été tuées directement par la lave. Pendant des semaines, des pluies de cendres se sont abattues du ciel. Sur des centaines de kilomètres à la ronde, les maisons se sont effondrées sous leur poids, ce qui a décuplé le nombre de victimes. L'action des gouttelettes d'acide sulfurique sur les composants de la lumière a donné naissance à des couchers de soleil spectaculaires à travers le monde entier. Au cours de l'été 1815, le peintre anglais William Turner a immortalisé leur couleur féerique dans plusieurs de ses toiles. Mais derrière cette beauté, une catastrophe mondiale couvait. Un nuage de cendres, de poussière et d'aérosols d'acide sulfurique a fait plusieurs fois le tour de la Terre. Le froid et les mauvaises récoltes qu'il a engendrées ont conduit à la pire famine du 19e siècle, en Europe et en Amérique du Nord. L'éruption a entraîné des bouleversements démographiques, économiques et politiques. Mais les forces à l'origine de ces catastrophes peuvent aussi créer des sources de vie, les monts hydrothermaux. Ces cheminées sous-marines ont été observées pour la première fois en 1977. À l'air libre, leurs émissions de substances chimiques pourraient inquiéter, mais ici, elles servent de base à la vie. Elles créent des écosystèmes indépendants de la lumière du soleil, des oasis d'organismes vivants au cœur d'un environnement hostile. Notre monde a pris forme ici, au plus profond des océans. Il y a 700 millions d'années, la Terre était entourée par une couche gelée d'1 kilomètre d'épaisseur. Ce sont les volcans qui l'ont libérée de son corset de glace. Du magma s'est mis à remonter vers la surface et comme dans une cocotte minute géante, la pression s'est accumulée jusqu'à ce que la chaleur finisse par sortir. Mais ce ne sont pas les masses de lave qui ont fait fondre les glaces. Ce sont les énormes quantités de CO2 dégagées par les éruptions. En s'accumulant dans l'atmosphère, elles ont entraîné un réchauffement planétaire.
Sans les volcans, la Terre ne serait qu'une boule de neige géante, et nous n'existerions pas. Le mont Erebus porte encore les traces de ce temps des origines. Il s'est formé il y a 1 million d'années et son intérêt dépasse le simple cadre de la volcanologie. Dans ces profondeurs, des chercheurs ont trouvé des formes de vie surprenantes. Le volcan abrite un vaste réseau de cavernes de glace. Les scientifiques les mesurent au laser pour tenter d'en savoir plus sur leur origine et leur expansion, car d'année en année, elles se transforment. Une grande partie des gaz s'échappe du sous-sol par le biais du lac de lave. Mais leur forte concentration dans la glace montre qu'ils rejoignent aussi la surface par d'autres moyens. Le labyrinthe de tunnels et de cheminées sert de système d'échappement au volcan. Les chercheurs y ont découvert des bactéries et des moisissures dont l'origine remonte à l'entrée en activité du volcan. L'association de sédiments de cendres volcaniques et d'air chaud et humide semble offrir un environnement propice à la vie. Ces organismes serviront peut-être un jour à l'élaboration de nouveaux médicaments. Les cavernes de glace de l'Erebus sont fascinantes. C'est une sorte de pays des merveilles souterrains. Elles nous intéressent car elles sont produites par les gaz du volcan. Et nous voulons comparer ces émissions à celles qui viennent du lac de lave. Mais elles sont aussi très intéressantes parce qu'elles renferment une foule de micro-organismes capables de se développer dans des conditions climatiques extrêmes. Il est tout à fait possible que certains métabolisent une partie des gaz volcaniques. Au fil de leurs recherches, ces scientifiques feuillettent les archives d'époques reculées et leur découverte pourrait apporter un éclairage nouveau sur les origines de la vie. À plusieurs milliers de kilomètres au nord-est, en plein milieu du Pacifique, l'archipel d'Hawaï se trouve sur un point chaud. La température exceptionnellement élevée du magma lui permet de transpercer la croûte terrestre comme un chalumeau. La source de chaleur reste immobile, mais au-dessus, la plaque pacifique se déplace en permanence, d'où la naissance de nouvelles îles. Le Kilauea est le volcan le plus actif au monde. Il est de loin celui qui rejette le plus de lave, mais il n'est pas explosif et ne représente donc pas de réel danger. La lave coule le long des pentes et donne des allures de tricot géant à des régions entières de l'île. Grâce à ce flot constant, l'île continue de s'agrandir. Perché dans les nuages, le Mauna Kea s'élève à 4207 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais quand on le mesure depuis sa base, tout au fond du Pacifique, il fait plus de 10 000 mètres, ce qui en fait la plus haute montagne du monde. Le destin de l'archipel est scellé depuis longtemps. La plaque pacifique se déplace de 8 à 10 cm par an en direction du plus grand crématorium de la planète, le Kamchatka. Ces images mettent en scène la disparition des îles hawaïennes. Elles plongent dans la zone de subduction avant d'être recrachées par les volcans du Kamchatka. Cette péninsule de l'extrême-orient russe a vu le jour il y a 2 millions d'années. À l'échelle géologique, elle est encore toute jeune, mais c'est une enfant turbulente,
elle compte 160 volcans, dont 28 sont encore en activité. Une telle concentration est unique au monde. Mais toutes ces données ne disent pas où la prochaine éruption aura lieu, ni quelle sera son intensité. Les changements climatiques et l'élévation du niveau des mers sont soupçonnés d'avoir un effet sur l'activité volcanique. Cet ajout à l'équation complique encore un peu plus le travail des scientifiques chargés de prévoir ces événements. Et depuis mai 2008, leur tâche semble même impossible. Le volcan chilien du Chaitén, considéré comme éteint depuis des centaines d'années, est brusquement entré en éruption. Les habitants de la petite ville du même nom ont tout juste eu le temps d'être évacués avant qu'une nuée ardente ne s'abatte sur la vallée à plusieurs centaines de km/h. Le volcanologue américain Jonathan Castro s'est rendu sur place peu après pour tenter de comprendre pourquoi ce volcan s'était réveillé de façon aussi soudaine. Quand le magma monte pour faire éruption, il provoque des tremblements de terre. Pendant qu'il poursuit sa course, des cristaux s'y développent. Leur structure de croissance montre à quelle vitesse ils ont été projetés hors du volcan. Malgré les risques de projection en provenance du volcan, Jonathan Castro s'approche au plus près pour prélever les meilleurs échantillons possibles. Dans son laboratoire de l'université de Mayence, en Allemagne, il va tenter de produire de la ponce semblable à celle du Chaitén. Pour cela, il mélange de la pierre pulvérisée à de l'eau et la scelle dans une capsule résistante à la chaleur. La capsule est ensuite placée dans un autoclave avant d'être chauffée à plus de 800 degrés et pressurisée. Cette opération va permettre la croissance de pointes de cristaux autour du feldspath contenu dans la pierre. Si les cristaux s'avèrent identiques à ceux qui viennent du Chaitén, cela signifiera que les conditions sont les mêmes qu'à l'intérieur du volcan. Une expérience réalisée en laissant la porte du four ouverte permet de voir ce qui arrive à la ponce pendant qu'elle monte dans le volcan. L'eau qu'elle contient se vaporise et crée des gaz qui la font gonfler. Quand la température devient trop élevée, elle explose. Le volcan entre en éruption. La température et la pression varient en permanence. Un microscope électronique à balayage va permettre à Jonathan Castro de vérifier qu'il a bien reproduit les conditions de l'éruption. Et en effet, il découvre des cristaux semblables à ceux qui viennent du Chaitén. L'expérience est une réussite, mais son résultat est pour le moins déconcertant. La formation de ces phases de cristaux quasi parfaites indique que le magma se déplaçait vers la surface à environ 1 mètre par seconde. C'est légèrement inférieur à notre vitesse de marche. Mais si du magma se déplace à cette vitesse, cela veut dire que nous n'avons que quelques heures pour nous préparer à une éruption explosive d'une grande violence. Cette expérience est de mauvais augure. Il y a beaucoup de volcans comparables au Chaitén dans le monde.
Et eux aussi pourraient produire des éruptions très rapides. Mais contrairement au Chetan, certains de ces volcans se trouvent à proximité de centaines de milliers d'habitants, et parfois même de millions. Donc, si une éruption survient de façon très rapide dans l'un de ces volcans, il y a peu de chances pour que tout le monde ait le temps de s'enfuir. Des éruptions violentes, sans signe avant-coureur. La perspective a de quoi faire frémir. D'autant plus que dans les années à venir, l'activité volcanique risque d'augmenter. Depuis la dernière période glaciaire, le nombre d'éruptions a été multiplié par 30. Les chercheurs en ont conclu que le réchauffement planétaire allait stimuler l'activité des volcans sous-glaciaires. Avec l'élévation du niveau des mers, il aura aussi une influence sur les volcans côtiers et sous-marins. En Méditerranée, l'île volcanique de Stromboli sera affectée. Ces éruptions incessantes en ont fait un laboratoire de plein air prisé des volcanologues. Car aujourd'hui encore, plusieurs questions fondamentales restent en suspens à propos des éruptions. À l'automne 2012, une équipe d'experts internationaux dirigée par le volcanologue italien Jacopo Taddeucci est arrivée sur l'île pour tester une nouvelle méthode de recherche. Pour comprendre comment les particules sont expulsées, le processus à l'œuvre, sa durée et la quantité d'énergie engagée, il faut mesurer leur vitesse de sortie. La majeure partie du phénomène ne peut pas être observée directement. Les chercheurs doivent donc tirer le maximum de ce que le volcan laisse apparaître en surface. Pour la première fois, des caméras haute vitesse ont été utilisées pour étudier un volcan. Et l'expérience a été fructueuse. Nous avons découvert que les particules volcaniques, projetées par ces minuscules éruptions, sortaient à des vitesses dont nous n'avions pas idée. Elles atteignent des allures supersoniques, jusqu'à 400 mètres par seconde. Le premier constat, c'est que nous avons encore beaucoup à apprendre sur les volcans et que les nouvelles technologies devraient nous permettre d'accroître les découvertes. La vitesse de sortie des particules permet de calculer leur portée, puis d'extrapoler à des éruptions de grande ampleur. Grâce à une caméra thermique, des données complémentaires sont fournies. Mais les scientifiques savent que le puzzle reste incomplet. Dans la baie de Naples, le Vésuve est le seul volcan actif d'Europe continentale. Il donne des sueurs froides aux volcanologues les plus aguerris. Depuis le cratère, la vue plongeante sur la ville permet de se faire une idée des dangers qu'elle encourt. Le volcanologue Giuseppe Mastrolorenzo tire la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. Comme le Chaiten, le Vésuve est un stratovolcan. Il a beau être surveillé 24 heures sur 24, ce qui est arrivé au Chili pourrait se reproduire ici. Si une éruption comparable à celle de l'an 79 se produisait, les plans d'évacuation actuels seraient incapables de répondre à la situation. Le plan préconise que les 18 villes et villages qui entourent le Vésuve soient évacués avant l'éruption. Ça concernerait les gens qui vivent dans un périmètre d'environ 8 km autour du cratère. Mais nos recherches ont démontré qu'une nuée ardente
pourrait frapper à plus de 20 km. Normalement, il faudrait que tous les habitants de Naples soient évacués avant l'éruption. Ces images, tournées en 1944 après une petite éruption, donnent une idée de la puissance de destruction du Vésuve. Sous le poids des cendres et des projections incandescentes, des bâtiments robustes s'effondrent. Les habitants impuissants en sont réduits à regarder leur maison partir en flammes. La population s'est tournée vers sa foi pour tenter d'y trouver du réconfort et une protection future. Les personnes dont les squelettes ont été retrouvés dans un abri à bateau d'Herculanum n'ont pas eu le temps de prier. L'archéologue Pier Paolo Petrone a étudié leurs ossements. Il a établi qu'un nuage de cendres à 500 degrés les avait tués. Leur chair s'est vaporisée en quelques secondes. Puis le refroidissement et la solidification des cendres les ont figés dans leur dernière position. Nous sommes maintenant certains qu'à 6 km du volcan, comme à Herculanum, mais aussi jusqu'à 10 km, comme à Pompéi, la population n'aurait aucune chance de survivre à une éruption, même si les gens se calfeutraient dans des bâtiments. Ils pourraient survivre à l'impact direct et mécanique de la nuée, mais pas aux températures. Dans les Caraïbes, la petite île de Montserrat donne une idée de ce qui pourrait arriver à Naples. Depuis 1995, le volcan de la Soufrière produit des éruptions à répétition. La capitale, Plymouth, a été évacuée en 2 heures. Mais depuis, le danger reste trop important pour que les habitants réintègrent les lieux. Et dans les maisons abandonnées, le temps s'est figé. Une telle évacuation serait impossible dans les rues bondées et étroites de Naples. Fatalistes, les Napolitains sont conscients du danger, mais s'en remettent au destin. Que sera, sera. Mais ce refus d'ouvrir les yeux n'empêchera pas l'inévitable. Si le panache volcanique s'effondrait sous son propre poids, des nuées ardentes dévaleraient les pentes à plus de 300 km/h. En l'espace de 5 minutes, l'aire urbaine de Naples serait ravagée. 4,5 millions de personnes vivent sous cette menace permanente. Peu d'entre eux savent que le Vésuve s'est créé sur les vestiges d'un supervolcan, les champs Phlégraéens, qui couvre l'ensemble de la baie de Naples. Sa dernière grande éruption, il y a 39 000 ans, a provoqué un effondrement de la croûte terrestre et la formation d'une caldeira, un cratère gigantesque. Et ce géant est actif. Le sous-sol de la ville de Puzzol est régulièrement secoué. Des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués à plusieurs reprises car des bâtiments de la vieille ville se fissuraient. Mais dès le retour au calme, la population se réinstalle comme si de rien n'était. Pourtant, le danger reste entier. Autour de Puzzol, le supervolcan laisse échapper sa vapeur en plusieurs endroits. Pour les volcanologues, les fumerolles sont des fenêtres ouvertes sur la caldeira. Depuis une dizaine d'années, l'activité volcanique et les concentrations de gaz sont en permanente augmentation. Le sol se déforme de plus en plus. Le compte à rebours est lancé.
C'est un super volcan. Et il est tout à fait possible que dans quelque temps, on assiste à une éruption dans cette zone très densément peuplée. Quand les champs flégréens sont entrés en éruption, il y a 39 000 ans, ils ont rejeté 80 fois plus de matière que le Vésuve du temps de Pompéi. Les cendres se sont dispersées sur tout le bassin oriental de la Méditerranée. Elles ont atteint la Bulgarie, la mer Noire et même la Russie. Si le phénomène devait se reproduire, Naples et l'Italie ne seraient pas les seuls à être touchés.